Un garçon de 7 ans appelle le 911 et dit « Mon beau-père a enfermé ma sœur dans la cave ». Lorsque la police arrive, la scène qu'il découvre est choquante. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison de Maple Street gardait ses secrets comme une tombe. Jem Carter, 7 ans, pressait son petit visage contre la vitre givrée de la cuisine. Sa buée formait sur la vitre des taches inégales au rythme de son cœur qui battait la chamade. Dehors, le vent de mars dessinait des lignes acérées à travers les branches nues du chêne que son père avait planté 3 étés plus tôt. À l'époque où les rires résonnaient encore dans ses pièces, et où le silence n'avait pas l'air d'une créature vivante, dotée de crocs. Cela faisait 5 jours qu'il n'avait pas vu Mia. 5 jours que sa sœur de 9 ans avait disparu de sa chambre à l'étage, ne laissant derrière elle que le léger parfum de son shampoing à la fraise et un lit soigneusement fait dans lequel, selon leur beau-père Paul, elle n'avait jamais dormi. 5 jours d'explications calmes de Paul sur le fait que Mia rendait visite à de la famille, qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à son comportement, et que Jem ne devait pas s'inquiéter car les grandes sœurs avaient parfois besoin d'espace pour grandir. Mais Jem savait que Paul mentait. Il le savait depuis le moment où il s'était glissé en bas ce premier matin et avait entendu le bruit. Un bruit sourd et étouffé provenant de sous le plancher de la cuisine, comme si quelqu'un se déplaçait dans la cave. Quand il avait essayé la porte de la cave, il l'avait trouvée verrouillée avec un nouveau pêne dormant brillant qui n'était pas là la semaine précédente. « Jamie, mon grand, tu vas être en retard à l'école. » La voix de Paul trancha ses pensées anxieuses comme une lame. Jem se tourna pour voir son beau-père debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, vêtu de son habituel pantalon kaki et de sa chemise boutonnée, une tasse de café à la main, ayant tout l'air d'un père normal se préparant pour une journée normale. Mais Jem avait appris à lire les signes subtils. La façon dont le sourire de Paul n'atteignait jamais vraiment ses yeux. La modulation soignée de sa voix qui suggérait qu'il était toujours en représentation, toujours en train de calculer. « Est-ce que Mia rentre aujourd'hui ?» Jem posa la même question qu'il avait posée chaque matin depuis 5 jours. L'expression de Paul devint patiente, condescendante. « On a déjà parlé de ça, champion. Mia reste chez ta tante Louise pour un moment. Elle a besoin de temps pour régler ses problèmes de comportement. Tu sais comment elle s'est comportée ces derniers temps. Les mensonges, les vols à tes camarades de classe, la façon dont elle a manqué de respect à ta mère et à moi. » Ces mots nouèrent l'estomac de Jem. Mia ne mentait pas et ne volait pas. Elle était effrayée, renfermée, sursautant au bruit soudain et évitant d'être seule avec Paul autant que possible. Jem avait remarqué comment elle avait commencé à verrouiller la porte de sa chambre. La façon dont elle tressaillait quand Paul proposait de l'aider avec ses devoirs ou suggérait de passer du temps de qualité ensemble pendant que maman était au travail. « Je peux l'appeler ?» insista Jem. « Je peux parler à tante Louise ?» Les lignes téléphoniques sont coupées dans le secteur, dit Paul d'un ton suave. À cause de la tempête. Mais ne t'inquiète pas, elle va bien. Elle est en sécurité et reçoit l'aide dont elle a besoin. En sécurité. Le mot avait un goût de poison dans la bouche de Jem, car chaque instinct en lui hurlait que sa sœur était tout sauf en sécurité. La journée d'école passa dans un flou de distraction et d'angoisse croissante. Jem ne pouvait pas se concentrer sur les tests d'orthographe ou la compréhension de lecture alors que tout ce à quoi il pensait était ce bruit sourd provenant de la cave, le nouveau verrou sur la porte, et les explications trop calmes de Paul qui n'avaient jamais vraiment de sens. Pendant le déjeuner, il toucha à peine son sandwich, son appétit écrasé par la certitude grandissante que quelque chose de terrible se passait dans sa maison. Quand la cloche finale sonna à 15 heures, Jem prit une décision qui allait tout changer. Au lieu de monter dans le bus 47 comme il était censé le faire, il dit à son professeur qu'il rentrait à pied et se glissa hors du bâtiment. Ses petites jambes le portèrent à travers les rues de banlieue en courant à perdre haleine, son sac à dos rebondissant contre sa colonne vertébrale alors qu'il faisait la course contre le temps et une panique grandissante. De l'extérieur, la maison semblait normale, son revêtement blanc brillant sous le soleil de l'après-midi. Les jardinières que maman avait plantées au printemps dernier étaient maintenant brunes et cassantes à cause de l'hiver. Tout était net et ordinaire, et complètement trompeur. La voiture de Paul n'était pas dans l'allée, ce qui signifiait qu'il était probablement encore à son travail à la compagnie d'assurance. C'était la chance de Jem. Il laissa tomber son sac à dos sur le porche et se glissa sur le côté de la maison où les fenêtres du sous-sol ressemblaient à des yeux endormis juste au-dessus du sol. Son cœur battait la chamade alors qu'il s'agenouillait à côté de la première fenêtre et regardait, à travers la vitre crasseuse dans l'obscurité en contrebas. « Mia » appela-t-il doucement. « Mia, tu es là en bas ?»
Pendant un instant, il n'y eut rien. Puis, faiblement, il l'entendit. Une voix si faible et rauque qu'il faillit ne pas la reconnaître comme celle de sa sœur. « Jem, c'est vraiment toi ?» Le soulagement qui l'inonda fut immédiatement remplacé par la terreur. Elle était là. Elle était vraiment là, enfermée dans leur cave comme une sorte de prisonnière. « Oh mon Dieu, Mia, qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu es blessée ?» « Je vais bien », fut la réponse murmurée, bien que quelque chose dans sa voix suggéra le contraire. « Jem, tu dois m'écouter. Tu ne peux pas laisser Paul savoir que tu m'as trouvé. Il a dit que si quelqu'un venait me chercher, si quelqu'un posait des questions, il s'assurerait que je disparaisse pour de bon. » L'esprit de 7 ans de Jem vacilla, essayant de comprendre l'ampleur de ce qu'il entendait. Son beau-père, l'homme que sa mère avait épousé pour l'aider à s'occuper d'eux après la mort de papa. L'homme qui entraînait la petite ligue, aidait aux devoirs et souriait aux réunions parents-professeurs, avait enfermé sa sœur dans leur cave comme une criminelle. « Depuis combien de temps es-tu là en bas ?» murmura-t-il. « Depuis dimanche soir. Il a dit que j'étais ingrate, que je n'appréciais pas tout ce qu'il avait fait pour notre famille. Il a dit que je devais apprendre le respect. » Sa voix se brisa. « Jem, j'ai si peur. Il fait froid et sombre et il ne m'apporte que de l'eau et des biscuits salés une fois par jour. Il y a un seau dans le coin pour quand j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ça sent terriblement mauvais. » Jem sentit la rage et l'impuissance se battre dans sa poitrine. Il avait 7 ans, à peine assez grand pour atteindre l'étagère du haut dans la cuisine, et sa sœur comptait sur lui pour la sauver d'un homme adulte qui pouvait les maîtriser tous les deux sans effort. « Et maman ?» demanda-t-il désespérément. « On ne peut pas le dire à maman ?» « Elle ne sait pas » murmura Mia. « Paul lui a dit que je restais avec de la famille, comme il te l'a dit. Et Jem, elle a tellement travaillé ces derniers temps, tellement de double service. Elle part avant qu'on se réveille et rentre après qu'on soit censé dormir. Elle fait entièrement confiance à Paul. » L'ironie cruelle n'échappa pas à Jem. Leur mère s'épuisait au travail pour subvenir aux besoins de sa famille, sans jamais savoir que ses enfants étaient terrorisés par l'homme même qu'elle avait fait entrer dans leur vie pour les aider. « Je dois trouver de l'aide, » dit Jem, sa voix se brisant sous le poids de la décision. « Je dois appeler quelqu'un. »« Qui ?» demanda Mia. « Qui croirait un gamin de 7 ans plutôt qu'un adulte? Paul est doué pour se faire apprécier des gens, pour paraître normal et serviable. Et s'il découvre que je t'ai parlé ?» Elle ne termina pas la phrase, mais Jem pouvait imaginer la menace que Paul avait proférée. Pourtant, ne rien faire, c'était comme trahir sa sœur au moment où elle avait le plus besoin de lui. « Je vais appeler le 911, dit-il, les mots sortant avant qu'il ne puisse perdre son courage. Je vais leur dire la vérité et les faire venir t'aider. » Jem, non. C'est trop dangereux. Je ne peux pas te laisser là en bas, dit Jem avec acharnement. Je ne le ferai pas. Tu es ma sœur et je t'aime et je ne le laisserai plus te faire de mal. Il se releva d'un bond et courut vers l'avant de la maison, son esprit tournant à toute vitesse. Il avait besoin d'un téléphone, mais leur ligne fixe était à l'intérieur, où Paul pouvait rentrer à tout moment. Puis il se souvint que Madame Kellerman, la voisine, était généralement à la maison l'après-midi, et elle avait toujours été gentille avec lui et Mia. Jem traversa la pelouse en courant et martela la porte d'entrée des Kellerman, ses petits poings créant un rythme désespéré contre le bois. Quand la porte s'ouvrit, révélant le visage inquiet de la vieille femme, les mots jaillirent de sa bouche dans un flot terrifié. « Madame Kellerman, je dois utiliser votre téléphone. S'il vous plaît, c'est une urgence. Ma sœur est enfermée dans notre cave et je dois appeler la police. »« Doucement, mon chéri, » dit Madame Kellerman, ses yeux s'écarquillant d'alarme. « Qu'as-tu dit à propos de ta sœur ? » « Elle est enfermée dans notre cave, » répéta Jem, des larmes coulant sur son visage maintenant que quelqu'un l'écoutait enfin. « Mon beau-père Paul l'a enfermée là-dedans il y a 5 jours et il ne veut pas la laisser sortir et elle a peur et faim et je dois appeler le 911 tout de suite. » Madame Kellerman jeta un regard à la terreur brute dans les yeux de Jem et s'écarta, montrant le téléphone de sa cuisine. « Vas-y, mon cœur. Passe ton appel. » Les mains de Jem tremblaient alors qu'il soulevait le combiné et composait les 3 chiffres qu'on lui avait appris lors des présentations sur la sécurité à l'école. Le téléphone sembla sonner une éternité avant qu'une voix calme et professionnelle ne réponde. « 911, quelle est votre urgence ? » « Mon beau-père a enfermé ma sœur dans la cave, » dit Jem, sa voix aiguë et désespérée. « Elle est là-dedans depuis 5 jours et elle a peur et faim, et je ne sais pas quoi faire. S'il vous plaît, aidez-la. S'il vous plaît, venez aider ma sœur. » La voix de l'opératrice devint immédiatement plus nette, plus concentrée. « D'accord, mon grand.
J'ai besoin que tu restes calme. Quel est ton nom et d'où appelles-tu? Jamie Carter. Je suis chez ma voisine, dit-il. Il regarda désespérément Madame Kellerman, qui fournit rapidement son adresse. Quel âge as-tu, Jamie? 7 ans. J'ai 7 ans. Et tu as dit que ta sœur est enfermée dans une cave. Comment sais-tu qu'elle est là? Je l'ai entendue par la fenêtre. Je lui ai parlé. Elle a dit que Paul, c'est mon beau-père, l'a mise là-dedans dimanche soir et qu'il ne lui donne que de l'eau et des biscuits salés et qu'il y a un seau pour qu'elle utilise les toilettes et qu'elle a vraiment peur. Il y eut une brève pause et Jem put entendre le bruit de la frappe au clavier en arrière-plan. Jamie, j'envoie des policiers chez toi tout de suite. Es-tu dans un endroit sûr? Je suis chez ma voisine. Madame Kellerman est avec moi. C'est bien. Je veux que tu restes là jusqu'à l'arrivée des agents. D'accord? Ils auront besoin de te parler de ce que tu m'as dit. Tu as bien fait d'appeler, Jem. Tu es très courageux. Mais Jem ne se sentait pas courageux. Il se sentait terrifié, petit et dépassé par l'ampleur de ce qu'il venait de déclencher. Par la fenêtre de la cuisine de Madame Kellerman, il pouvait voir sa maison, d'apparence innocente et normale sous le soleil de l'après-midi, ne donnant aucun indice de l'horreur cachée dans sa cave. En quelques minutes, il entendit le hurlement des sirènes approcher. 2 voitures de police prirent le virage sur Maple Street, leurs gyrophares rouges et bleus peignant le quartier de couleurs urgentes. Jem regarda par la fenêtre les agents en uniforme sortir de leur véhicule et s'approcher de sa porte d'entrée. « Ils sont là », murmura-t-il à l'opératrice du 911, qui était restée en ligne avec lui. « Je sais, mon grand. Les agents vont maintenant vérifier comment va ta sœur. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. » Mais alors que Jem regardait les policiers faire le tour de sa maison, essayant les portes et les fenêtres, il réalisa avec une horreur croissante que Paul serait bientôt de retour du travail. Que se passerait-il quand il découvrirait que son secret avait été révélé? Que ferait-il en réalisant que Jem avait trahi sa confiance et appelé à l'aide? La porte d'entrée de sa maison restait verrouillée, mais Jem pouvait voir les agents se déplacer vers l'arrière-cour, cherchant probablement une autre entrée. L'un d'eux parlait dans sa radio, appelant probablement des renforts ou du matériel supplémentaire. « Madame Kellerman, » dit Jem, sa voix à peine un murmure. « Et si j'avais tout empiré? Et si Paul rentre, se met en colère et fait encore plus de mal à Mia parce que j'ai appelé la police? » La vieille femme s'agenouilla à côté de lui et prit ses mains tremblantes dans les siennes, usées par le temps. « Oh, mon cœur, tu n'as rien empiré. Ce que tu as fait a demandé un courage incroyable. Ta sœur avait besoin que quelqu'un parle pour elle, et tu as été assez courageux pour le faire. » Par la fenêtre, Jem pouvait voir d'autres véhicules arriver, une autre voiture de police, ce qui ressemblait à un camion de pompiers, et une ambulance. La rue de banlieue tranquille se transformait en une scène de ses pires cauchemars. Tout ça à cause de 3 mots qu'il avait prononcés dans un téléphone. « S'il vous plaît, aidez-la. » Mais en regardant l'urgence organisée des intervenants, en pensant à Mia piégée seule dans cette cave froide et sombre, Jem sut avec une certitude absolue qu'il avait fait le bon choix. Même si cela signifiait détruire la façade soignée de leur famille. Même si cela signifiait affronter la rage de Paul. Même si cela changeait tout pour toujours. Sa sœur avait besoin d'être sauvée. Et Jem Carter avait trouvé le courage d'être sa voix quand elle n'en avait aucune. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre et prier que l'aide soit arrivée à temps. Les 20 minutes suivantes s'étirèrent comme des heures alors que Jem observait le chaos contrôlé se dérouler devant sa maison. Des agents en uniforme encerclaient la propriété, leur radio crépitant de communications urgentes. Un agent examinait les fenêtres du sous-sol tandis qu'un autre parlait rapidement dans son téléphone, demandant probablement des renforts supplémentaires ou du matériel spécialisé. « Jem, mon chéri, éloigne-toi de la fenêtre, » dit doucement Madame Kellerman, posant une main chaude sur son épaule. « Asseyons-nous et attendons. La police sait ce qu'elle fait. » Mais Jem ne pouvait détacher ses yeux de la scène. À chaque seconde, il s'attendait à voir la berline argentée de Paul tourner au coin de la rue, revenant du travail pour trouver son monde soigneusement construit en train de s'effondrer. Cette pensée fit se tordre l'estomac de Jem d'un mélange de terreur et d'anticipation. L'agent Martinez, un homme trapu aux yeux bienveillants et aux tempes grisonnantes, s'approcha de la porte d'entrée des Kellerman. À travers la vitre, Jem le vit parler avec un autre agent avant de frapper. « Ça doit être pour toi, mon cœur, » dit Madame Kellerman en allant ouvrir la porte. « Êtes-vous Jem Carter ?» demanda l'agent Martinez, sa voix douce mais officielle. Il retira son chapeau en entrant, se faisant paraître moins intimidant pour le garçon effrayé.
Jem hocha la tête, sa gorge trop serrée pour parler. Je suis l'agent Martinez et voici l'agent Blake, dit-il en désignant une femme plus jeune aux cheveux blonds attachés en une queue de cheval soignée. Nous devons vous parler de votre sœur. Pouvez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé? L'histoire de Jem jaillit d'un seul trait. Comment Mia avait disparu il y a 5 jours. Comment Paul prétendait qu'elle était chez des parents. Comment Jem avait entendu sa voix par la fenêtre du sous-sol à peine 30 minutes plus tôt. L'agent Blake prit des notes soignées tandis que l'agent Martinez écoutait avec l'attention concentrée de quelqu'un formé à reconnaître la vérité au milieu de la crise. Jem, c'est très important, dit l'agent Martinez quand il eut fini. Êtes-vous absolument certain que c'était la voix de votre sœur que vous avez entendue? Oui, monsieur. Je connais la voix de Mia. Elle semblait effrayée et faible, mais c'était bien elle. L'agent Blake leva les yeux de son carnet. Votre beau-père vous a-t-il déjà fait du mal, à vous ou à votre sœur? Jem pensa au repli croissant de Mia au cours des derniers mois. Son tressaillement quand Paul s'approchait trop près. Sa réticence à être seule avec lui. Pas vraiment fait de mal, dit-il lentement. Mais Mia avait peur de lui. Elle n'aimait pas la façon dont il la regardait parfois, ou comment il voulait toujours l'aider avec des choses qu'elle pouvait faire elle-même. Elle disait qu'il la mettait mal à l'aise. Les deux agents échangèrent un regard significatif. L'expression de l'agent Martinez se durcit légèrement. Où est votre mère en ce moment, Jem? Elle est au travail. Elle fait des doubles services à la maison de retraite. Elle ne rentrera que très tard ce soir. Et votre beau-père? Il devrait bientôt rentrer de son travail, dit Jem, sentant immédiatement la panique monter dans sa poitrine. Et s'il revient pendant que vous êtes là? Et s'il se met en colère? Ne vous inquiétez pas pour ça, dit fermement l'agent Martinez. Nous avons des renforts en route, et nous allons nous assurer que tout le monde reste en sécurité. Pour l'instant, notre priorité est d'atteindre votre sœur. Par la fenêtre, Jem pouvait voir que d'autres véhicules étaient arrivés. Un camion de pompiers se positionnait devant la maison, et plusieurs autres voitures de police bordaient la rue. Les voisins commençaient à sortir de leur maison, attirés par l'activité inhabituelle. La radio de l'agent Blake crépita. « Blake, ici. On a ouvert la porte du sous-sol, dit une voix grésillante. Tu dois voir ça. » L'agent Martinez se leva immédiatement. « Jem, j'ai besoin que tu restes ici avec Madame Kellerman pendant que nous allons aider ta sœur. D'accord? Nous reviendrons de parler plus en détail dans un petit moment. » Mais Jem ne pouvait pas simplement s'asseoir et attendre. « S'il vous plaît, je peux la voir? Je peux m'assurer qu'elle va bien? » Bientôt, promit l'agent Martinez. Laissez-nous d'abord sécuriser la scène. Alors que les agents retraversaient la pelouse en hâte, Jem pressa de nouveau son visage contre la vitre, ignorant les protestations douces de Madame Kellerman. Il regarda l'agent Martinez disparaître dans sa maison, suivi de plusieurs autres silhouettes en uniforme. Les minutes passèrent comme des années. Puis, soudain, une activité intense éclata autour de la maison. L'équipe de l'ambulance, qui se tenait près de son véhicule, attrapa son matériel et se précipita vers la porte d'entrée. Le cœur de Jem battait la chamade en réalisant ce que cela signifiait. Ils avaient trouvé Mia, et elle avait besoin de soins médicaux. « Oh, cette pauvre enfant !» murmura Madame Kellerman, enlaçant Jem comme si elle pouvait le protéger de ce qui se passait. « Je n'arrive pas à croire que cet homme vivait dans notre quartier, avec des enfants. » Jem l'entendit à peine. Toute son attention était concentrée sur la porte d'entrée de sa maison, attendant le moindre signe de sa sœur. Quand il arriva enfin, cela lui brisa presque le cœur. Ils sortirent Mia sur une civière. Bien qu'elle soit assise et semble consciente, même de l'autre côté de la pelouse, Jem pouvait voir à quel point elle était devenue maigre, comment ses vêtements flottaient sur elle. Ses cheveux noirs étaient emmêlés et sales, et elle était enveloppée dans ce qui ressemblait à la veste d'un policier. « Mia !» s'exclama Jem, pressant ses mains contre la vitre. Comme si elle l'avait entendu, Mia tourna la tête dans sa direction. Même à cette distance, Jem put la voir essayer de sourire, levant une main faible pour lui faire signe. Le geste était si typique de sa courageuse grande sœur, essayant de le rassurer même quand c'était elle qui avait besoin d'aide. « Elle est vivante, » murmura Jem, des larmes coulant sur son visage. « Elle est vraiment vivante. » Les ambulanciers parlaient avec Mia alors qu'ils la chargeaient dans l'ambulance. Leurs mouvements étaient doux mais urgents. Jem pouvait voir l'un d'eux lui poser une perfusion, probablement pour traiter la déshydratation et la malnutrition. L'agent Martinez sortit de la maison,
portant ce qui ressemblait à des sacs de preuves. Son expression était sombre alors qu'il parlait avec le détective Foster, un homme grand en civil qui était arrivé pendant le sauvetage. Jem pouvait les voir faire des gestes vers la cave, leur langage corporel suggérant qu'ils avaient trouvé quelque chose de profondément dérangeant. C'est alors que Jem entendit le son qu'il redoutait, le vrombissement familier du moteur de la voiture de Paul tournant sur Maple Street. La berline argentée ralentit alors que Paul contemplait la scène devant lui, voiture de police, camion de pompiers, ambulance, voisins regroupés sur les trottoirs, véhicules officiels bloquant son allée. Jem regarda par la fenêtre la voiture de Paul s'arrêter au bout de la rue, le moteur tournant au ralenti comme s'il essayait de décider quoi faire. « Il est là » murmura Jem. Madame Kellerman regarda par-dessus son épaule et attrapa immédiatement son téléphone. « Je rappelle le 911. » Mais la police avait déjà repéré le véhicule de Paul. Plusieurs agents commencèrent à marcher dans sa direction, leurs mouvements décontractés mais déterminés. Jem pouvait voir le visage de Paul à travers son pare-brise, pâle, choqué, calculateur. Pendant un instant, on aurait dit qu'il allait essayer de s'enfuir. Au lieu de cela, Paul coupa son moteur et sortit de la voiture, les mains visibles, jouant parfaitement le rôle du coopérateur perplexe. Même à cette distance, Jem pouvait le voir adopter le personnage du beau-père inquiet, demandant probablement ce qui n'allait pas, offrant son aide, exprimant son choc et son inquiétude face au véhicule d'urgence devant sa maison. Mais le détective Foster ne se laissait pas berner. Jem regarda le détective s'approcher de Paul avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait déjà la vérité. La conversation fut brève. Peut-être 2 minutes d'explications animées de Paul rencontrant les réponses stables et impassibles du détective Foster. Puis Jem vit le moment où Paul réalisa que sa performance ne fonctionnait pas. Ses épaules s'affaissèrent légèrement et son visage perdit son expression soigneusement entretenue de confusion inquiète. Le détective Foster fit un geste et 2 agents en uniforme se placèrent de chaque côté de Paul. Les menottes brillèrent d'un éclat argenté sous le soleil de l'après-midi. Jem sentit un mélange complexe d'émotions le submerger alors qu'il regardait Paul Hammond, l'homme qu'il avait autrefois aidé avec ses devoirs, qui lui avait appris à lancer une balle de baseball, qui avait souri, plaisanté et joué le rôle d'un beau-père aimant, se faire lire ses droits et être placé à l'arrière d'une voiture de police. Le soulagement, car Mia était en sécurité et le cauchemar était enfin terminé. La terreur, car les secrets les plus sombres de leur famille étaient maintenant exposés à la vue de tout le quartier. La culpabilité, car c'était lui qui avait passé l'appel téléphonique qui avait provoqué ce moment. Et en dessous de tout cela, une profonde tristesse pour la famille qu'il pensait être, pour la sécurité qu'il pensait avoir trouvée, pour la vie normale qui s'était avérée être un mensonge élaboré. L'agent Blake retourna à la maison des Kellerman alors que la voiture de police de Paul disparaissait au coin de la rue. « Jem, ta sœur est en route pour l'hôpital, dit-elle doucement. Elle va s'en sortir, mais les médecins veulent l'examiner pour s'assurer qu'elle reçoit les fluides et la nutrition dont elle a besoin. Elle a demandé à te voir. Je peux la voir bientôt ? Mais d'abord, nous devons contacter ta mère et lui faire savoir ce qui s'est passé. Sais-tu comment la joindre au travail ? Jem hocha la tête et donna le numéro de la maison de retraite, bien que son cœur se serre en pensant à l'appel que maman allait recevoir. Comment annoncer à une mère que pendant qu'elle faisait des doubles services pour subvenir aux besoins de ses enfants, l'un d'eux était retenu prisonnier dans la cave de sa propre maison? Alors que l'agent Blake passait l'appel, Jem pensa à la conversation qu'il avait eue avec Mia par la fenêtre de la cave à peine 1 heure plus tôt. Elle avait eu si peur que personne ne les croit. Si certaine que la crédibilité d'adulte de Paul l'emporterait sur les accusations d'un enfant. Mais les preuves physiques ne mentaient pas. La prison de fortune dans leur cave, le seau que Mia avait été forcée d'utiliser, les maigres contenants de nourriture, les serrures et les attaches. Tout cela brossait un tableau que tout le charme de Paul ne pourrait expliquer. « Ta mère est en route » dit l'agent Blake en terminant son appel. Elle devrait être là dans l'heure. Par la fenêtre, Jem pouvait voir les enquêteurs de la scène de crime entrer dans sa maison, transportant des appareils photos et des kits de prélèvement de preuves. Du ruban jaune était en train d'être tendu autour de la propriété, transformant sa maison d'enfance en une scène de crime officielle. Le détective Foster s'approcha de la porte des Kellerman, son expression bienveillante mais sérieuse. « Jem, tu as fait quelque chose d'incroyablement courageux aujourd'hui, » dit-il en s'installant dans une chaise en face du garçon. Ta vivacité d'esprit et ton courage ont sauvé la vie de ta sœur, mais je sais que c'est bouleversant et effrayant. As-tu des questions sur ce qui va se passer maintenant ? Jem avait 1 million de questions, mais une seule importait pour le moment. Est-ce que Mia va vraiment bien ?
Les ambulanciers le pensent. Elle est déshydratée et en sous-poids, et elle aura besoin de temps pour se remettre émotionnellement de ce qu'elle a vécu, dit le détective Foster. Mais les enfants sont remarquablement résilients, surtout quand ils ont des gens qui les aiment et qui se battent pour eux. Et Paul? Qu'est-ce qui va lui arriver? L'expression du détective Foster se durcit. Paul Hammond va faire face à des accusations très graves. D'après ce que nous avons trouvé dans cette cave et la déclaration initiale de ta sœur, il risque probablement des poursuites pour enlèvement, mise en danger d'enfants, et potentiellement d'autres charges. Il ne sera plus jamais en position de vous faire du mal, à toi ou à ta sœur. Jem sentit une partie de la tension le quitter. Pendant 5 jours, Paul avait semblé être une menace insurmontable, un adulte avec tout le pouvoir et l'autorité. Mais le voir emmener menotté avait montré à Jem que les adultes n'avaient pas automatiquement raison simplement parce qu'ils étaient des adultes. Parfois, ils étaient des criminels, et parfois, des garçons de 7 ans devaient prendre la parole pour la justice. Détective Foster, dit Jem doucement. Comment saviez-vous que je disais la vérité quand j'ai appelé le 911? Je veux dire, comment saviez-vous qu'un enfant n'inventait pas simplement des histoires? Le détective sourit, mais c'était un sourire triste. Parce que les enfants n'inventent généralement pas d'histoires aussi détaillées et cohérentes sur les membres de leur famille. Et malheureusement, Jem, nous voyons des cas comme celui-ci plus souvent que nous ne le voudrions. Des adultes qui ciblent des familles vulnérables, qui utilisent leur position d'autorité pour faire du mal aux enfants. Ton courage en parlant a probablement empêché cette situation de s'aggraver beaucoup plus. Comme pour souligner son propos, le téléphone du détective Foster vibra avec un message texte. Il y jeta un coup d'œil et son expression devint encore plus sérieuse. Jem, je dois te dire quelque chose d'important. Nous avons été en contact avec d'autres agences de police, et il semble que ton beau-père ait pu être impliqué dans des situations similaires auparavant. Votre famille n'était pas la première qu'il ciblait. Les implications frappèrent Jem comme un coup physique. D'autres enfants, d'autres familles détruites par les mensonges et les manipulations soigneusement construits de Paul. Combien d'autres petites filles avaient été enfermées dans des caves? Combien d'autres petits garçons avaient porté de terribles secrets, craignant de parler? Tu as peut-être sauvé plus de vies que celle de ta sœur, continua le détective Foster. En étant assez courageux pour appeler à l'aide, tu as stoppé un schéma qui aurait pu continuer pendant des années. Par la fenêtre, Jem vit la voiture de sa mère tourner sur Maple Street, naviguant autour des véhicules officiels qui encombraient encore la route. Le visage d'Anna Carter était visible à travers le pare-brise, pâle, choqué, confus. Elle se gara n'importe comment et se précipita vers l'ambulance où Mia était soignée. Même à cette distance, Jem vit le moment où sa mère réalisa toute l'étendue de ce qui s'était passé. Elle s'arrêta net, une main couvrant sa bouche, fixant le ruban de police autour de sa maison et les enquêteurs de la scène de crime entrant et sortant de sa porte d'entrée. L'agent Blake se déplaça pour l'intercepter, probablement pour lui expliquer la situation et la préparer avant qu'elle ne voie Mia. Jem regarda sa mère écouter ce que l'agent Blake lui disait, vit son visage s'effondrer sous un mélange de soulagement, d'horreur et de culpabilité dévastatrice. Puis Anna Carter courut vers l'ambulance, vers sa fille, vers l'enfant qu'elle avait, sans le savoir, échoué à protéger. « Je pense que je devrais aller les voir, » dit Jem, se levant sur des jambes chancelantes. Le détective Foster hocha la tête. « Je pense que c'est exactement là que tu dois être. » Alors que Jem traversait la rue vers sa famille, vers l'ambulance où Mia était soignée et où sa mère apprenait la vérité sur leur cauchemar, il sentit le poids de la journée s'installer sur ses épaules de 7 ans. Il avait fait un choix impossible et avait vécu avec les conséquences. Il avait trouvé sa voie au moment le plus important et l'avait utilisée pour sauver quelqu'un qu'il aimait. La maison de Maple Street ne serait plus jamais la même. Leur famille ne serait plus jamais la même. Mais il serait honnête maintenant, et il serait en sécurité. Et parfois, c'était le meilleur genre de différence qu'on pouvait espérer. Derrière lui, Madame Kellerman se tenait sur le pas de sa porte, regardant le petit garçon qui avait montré plus de courage en un après-midi que la plupart des adultes n'en montrent dans toute une vie. La rue de banlieue tranquille retrouverait son calme. Finalement, tous ceux qui avaient été témoins de ce qui s'était passé se souviendraient du jour où un enfant de 7 ans avait refusé de laisser le mal se cacher dans l'ombre de sa maison. Certains héros, s'est-il avéré, étaient très petits, très jeunes et très déterminés à protéger les personnes qu'ils aimaient, quel qu'en soit le prix. L'intérieur de l'ambulance ressemblait à un autre monde, propre et lumineux, rempli de l'agitation efficace de professionnels de la santé qui savaient exactement quoi faire. Jem monta les marches arrière sur des jambes tremblantes, ses yeux trouvant immédiatement Mia,
calée sur la civière, une perfusion serpentant dans son bras mince. Elle semblait plus petite que dans ses souvenirs, comme si 5 jours dans la cave l'avaient en quelque sorte rétrécie. Son visage était pâle et tiré, avec des cernes sous les yeux qui la faisaient paraître bien plus âgée que 9 ans. Mais quand elle le vit, toute son expression se transforma de soulagement et de joie. « J'aime », murmura-t-elle, tendant sa main libre. « Tu l'as fait. Tu as vraiment appelé à l'aide. » Il attrapa sa main et la serra fort, sentant à quel point ses doigts étaient froids malgré les couvertures chaudes enroulées autour d'elle. « J'avais si peur, Faye. J'avais peur que personne me croie. » « Mais ils l'ont fait, » dit Mia, serrant sa main avec le peu de force qu'elle avait. « Et maintenant, c'est fini. Paul ne peut plus nous faire de mal. » L'ambulancière, une femme au visage aimable nommée Lisa, sourit à leur retrouvaille tout en continuant à surveiller les signes vitaux de Mia. « Ta sœur va très bien s'en sortir, » dit-elle à Jem. Elle est déshydratée et a besoin de nutrition, mais c'est une dure à cuire, bien plus qu'elle n'en a l'air. À travers les portes ouvertes de l'ambulance, Jem pouvait voir leur mère debout à quelques mètres de là, parlant avec urgence à l'agent Blake. Le visage d'Anna Carter était un portrait de dévastation. Ses mains tremblaient alors qu'elle faisait des gestes, et Jem pouvait voir les traces de larmes sur ses joues même à cette distance. « Elle s'en veut, » dit Mia doucement, suivant le regard de Jem. « Je le vois sur son visage. Elle pense qu'elle aurait dû savoir. » « Aurait-elle dû ?» demanda Jem, exprimant la question qui le hantait. Mia resta silencieuse un long moment, réfléchissant. « Peut-être, » dit-elle finalement. Mais Paul était vraiment doué pour cacher qui il était vraiment. Il était différent quand elle n'était pas là, plus froid, plus méchant, plus contrôlant. Et maman était si fatiguée tout le temps, travaillant tellement pour nous garder dans la maison après la mort de papa. Elle a fait confiance à Paul pour s'occuper de nous parce qu'elle avait désespérément besoin d'aide. Le détective Foster a dit que Paul avait déjà fait ça avant, dit Jem. À d'autres familles. L'expression de Mia s'assombrit. Ça ne me surprend pas. Il était trop doué pour ça, trop calme à propos de tout, comme s'il s'était entraîné. Elle frissonna. Il me parlait parfois quand il m'apportait à manger. Il disait qu'il m'apprenait des leçons qui m'aideraient à devenir une meilleure personne, que d'autres filles qui l'avaient aidé avaient appris à être reconnaissantes pour ses conseils. Les implications rendirent Jem malade. Combien d'autres enfants avaient enduré ce que Mia avait vécu? Combien d'autres familles avaient été déchirées par les manipulations de Paul? Leur mère s'approcha alors de l'ambulance, le visage strié de larmes, mais déterminé. « Mia, mon bébé, » dit-elle, sa voix se brisant. « Oh, ma douce fille. Je suis désolée. Je suis tellement, tellement désolée. »« Maman, ce n'est pas ta faute, » dit Mia immédiatement, bien que sa propre voix soit épaisse d'émotion. « Tu ne savais pas. Paul s'est assuré que tu ne saches pas. » Anna monta dans l'ambulance et serra doucement Mia dans ses bras, faisant attention à la perfusion. « J'aurais dû savoir, » murmura-t-elle avec acharnement. « J'aurais dû voir les signes. J'aurais dû être plus présente. J'aurais dû faire plus attention. Je vous ai laissé tomber. Je vous ai laissé tomber tous les deux. » Jem sentit des larmes lui brûler les yeux en regardant sa mère et sa sœur se serrer l'une contre l'autre. Une partie de lui voulait réconforter maman, lui dire qu'elle n'était pas responsable des actions de Paul. Mais une autre partie de lui, une partie qui avait grandi trop vite au cours des 5 derniers jours, savait qu'il y avait une part de vérité dans ses paroles. Elle avait été absente quand ils avaient le plus besoin d'elle, faisant confiance à un étranger pour leur sécurité parce que c'était plus facile que d'affronter le dur labeur de la monoparentalité. « Nous devons y aller, » dit Lisa doucement. Les médecins de l'hôpital attendent pour examiner Mia. Alors que l'ambulance s'éloignait de Maple Street, Jem regarda par la fenêtre arrière sa maison, maintenant entourée de rubans de scènes de crime jaune et grouillant d'enquêteurs. Elle semblait violée d'une certaine manière, exposée et à vif sous les dures lumières que la police avait installées. Le trajet jusqu'à l'hôpital général de Brookfield prit 15 minutes, mais sembla une éternité. Anna tenait la main de Mia et murmurait des excuses et des mots de réconfort tandis que Jem était assis tranquillement, digérant tout ce qui s'était passé. Il n'arrêtait pas de penser au moment où il avait décroché le téléphone chez Madame Kellerman, au saut de foi terrifiant qu'il avait fallu pour composer le 911 et prononcer les mots qui allaient tout changer. À l'hôpital, ils furent accueillis par le docteur, un pédiatre aux yeux doux et aux mains sûres, qui prit immédiatement en charge les soins de Mia. Pendant qu'elle était emmenée pour des examens et un traitement, Jem et sa mère furent conduits dans une salle de consultation familiale où le détective Foster les attendait avec une femme que Jem ne reconnaissait pas.
Madame Carter, j'aime, voici le docteur Patricia Vance, dit le détective Foster. C'est une psychologue clinicienne spécialisée dans les traumatismes familiaux. Elle va vous aider à traverser ce qui vous attend. Le docteur Vance était plus jeune que ce que j'aime avait imaginé, avec des yeux bienveillants et une présence calme qui le mit immédiatement en confiance. Je sais que cette journée a été incroyablement difficile pour votre famille, dit-elle en s'installant dans une chaise en face d'eux. Mais je veux que vous sachiez que ce que j'aime a fait aujourd'hui était extraordinairement courageux et que vos 2 enfants vont s'en sortir. Anna regarda Jem avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Un mélange de fierté, de culpabilité et de quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Je n'arrête pas de penser à tous les signes que j'ai manqués, dit-elle. Mia était renfermée ces derniers temps, plus silencieuse que d'habitude. Elle faisait des cauchemars. Et toi, Jem, se tourna-t-elle vers son fils, tu as été si inquiet, si tendu. Je pensais que c'était juste des problèmes d'adaptation. Le stress normal dû au changement dans notre famille. Paul comptait là-dessus, dit doucement le docteur Vance. Les prédateurs comme lui ciblent spécifiquement les familles en transition, les familles confrontées à la perte, au stress financier, au changement de vie majeur. Ils se présentent comme des solutions aux problèmes, comme des aides et des soutiens. Ils sont très doués pour manipuler non seulement les enfants, mais aussi les adultes. Ce que le détective Foster m'a dit dehors, dit Anna, sa voix baissant à peine à un murmure. À propos du fait que Paul avait déjà fait ça avant. Combien d'autres enfants? Nous enquêtons toujours, dit le détective Foster. Mais il semble que Paul Hammond cible les mères célibataires avec de jeunes enfants depuis au moins 5 ans. Nous avons identifié 3 autres familles jusqu'à présent, toutes avec des schémas similaires, des mères récemment veuves ou divorcées, des difficultés financières, des enfants qui devenaient de plus en plus renfermés, mais dont le comportement était attribué au stress familial. Jem sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qu'est-il arrivé à ces autres enfants? Le détective Foster échangea un regard avec le docteur Vance avant de répondre. 2 des familles ont déménagé avant que quiconque ne réalise ce qui se passait. Paul a convaincu les mères qu'un nouveau départ serait bon pour tout le monde. Un enfant, une fille de 10 ans nommée Rebecca, a essayé de dire à un enseignant ce qui se passait à la maison. Mais Paul s'était déjà établi comme un beau-père concerné. Et quand il a expliqué que Rebecca faisait des crises à cause du deuil de son père, l'école a recommandé une thérapie familiale plutôt que d'enquêter davantage. « Où est-elle maintenant » demanda Anna. « En sécurité » dit le détective Foster. Elle vit avec sa grand-mère dans un autre état, mais elle a passé plus d'1 an dans une situation similaire à ce que Mia a vécu. Paul est très doué pour trouver des familles isolées et les maintenir isolées. Le poids de cette révélation s'abattit sur la pièce comme une lourde couverture. Jem pensa à Rebecca, aux autres enfants qui avaient souffert parce que personne ne les avait écoutés. Personne ne les avait crus. Personne n'avait été assez courageux pour passer l'appel qui exposerait la vérité. « Pourquoi avez-vous cru Jem » demanda soudain Anna. Quand il a appelé le 911. Pourquoi l'opératrice l'a-t-elle pris au sérieux? Le détective Foster sourit à Jem. Parce qu'il était spécifique, détaillé et cohérent. Il n'a pas seulement dit « ma sœur a des problèmes ». Il a expliqué exactement où elle était, depuis combien de temps elle y était et dans quel état elle se trouvait. Ce ne sont pas le genre de détails que les enfants inventent habituellement. Et quand nous sommes arrivés et avons trouvé tout exactement comme il l'avait décrit, il haussa les épaules. Les preuves physiques parlaient d'elles-mêmes. Le docteur Vance se pencha en avant. « Madame Carter, je dois vous faire comprendre quelque chose de très important. Ce qui est arrivé à votre famille n'est pas de votre faute. Paul Hammond est un prédateur qui vous a spécifiquement ciblé parce que vous étiez vulnérable, confronté au deuil, au stress financier, à la responsabilité écrasante de la monoparentalité. Il a vu votre situation et a calculé exactement comment s'insérer dans vos vies. Mais c'est moi qui l'ai fait entrer dans notre maison, dit Anna, sa voix épaisse d'auto-accusation. Je l'ai épousé. Je lui ai confié mes enfants. Après qu'il ait passé des mois à vous convaincre qu'il était digne de confiance, répondit fermement le docteur Vance. Après qu'il ait aidé avec des problèmes pratiques, montré de l'intérêt pour vos enfants, s'est présenté comme exactement ce dont vous aviez besoin au moment où vous en aviez le plus besoin. C'est ainsi que fonctionne la manipulation. C'est insidieux et graduel, et c'est conçu pour que les victimes se sentent responsables de leur propre victimisation. Jem écouta cet échange avec une compréhension croissante. Paul n'avait pas seulement fait du mal à lui et à Mia. Il avait aussi fait du mal à leur mère, mais d'une manière différente.
Il avait manipulé son deuil et son désespoir. Utilisé son amour pour ses enfants contre elle. L'avait isolé de ses amis et de sa famille qui auraient pu voir à travers sa façade. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Jem. Maintenant, vous guérissez, dit simplement le docteur Vance. Cela va prendre du temps, et ce ne sera pas facile. Il y aura des procédures judiciaires où vous et Mia devrez témoigner de ce que Paul a fait. Il y aura des séances de thérapie pour aider à traiter le traumatisme. Il y aura des conversations difficiles sur la confiance, la sécurité et la manière de reconstruire le sentiment de sécurité de votre famille. Mais, ajouta le détective Foster, Paul Hammond ne sera plus jamais en position de faire du mal à un autre enfant. Les preuves que nous avons recueillies aujourd'hui, combinées aux témoignages de Jem et Mia et potentiellement des autres victimes, garantiront qu'il passera un très long moment en prison. Un léger coup à la porte interrompit leur conversation. Le docteur passa la tête, souriant. Mia demande sa famille, dit-elle. Elle est stable, hydratée et prête pour des visites si vous souhaitez la voir. Jem bondit pratiquement de sa chaise, désespéré de voir sa sœur de ses propres yeux, de confirmer qu'elle était vraiment en sécurité et entière. Ils suivirent le docteur et dans les couloirs de l'hôpital qui sentaient le désinfectant et l'espoir, passant devant des chambres remplies des crises et des guérisons d'autres personnes. Mia était assise dans un lit d'hôpital, semblant petite contre les draps blancs, mais indéniablement plus vivante qu'elle ne l'était dans l'ambulance. La couleur était revenue sur ses joues grâce aux perfusions, et quelqu'un l'avait aidée à se laver le visage et les mains. Elle portait une blouse d'hôpital trop grande pour elle, mais elle souriait, un vrai sourire, pas l'expression prudente et effrayée à laquelle Jem s'était habituée au cours des derniers mois. « Voilà mon courageux garçon », dit-elle en voyant Jem, ouvrant les bras pour une autre étreinte. Alors qu'il s'installait à côté d'elle sur le lit d'hôpital, Jem sentit quelque chose changer en lui. Le poids terrible qu'il portait depuis 5 jours, le fardeau des secrets, de la peur et de la responsabilité impossible, commença enfin à se lever. Mia était en sécurité. Paul était en détention. Leur famille était brisée, mais honnête maintenant. Endommagée, mais en voie de guérison. « J'ai gardé ton dinosaure, dit-il, sortant le petit stégosaure vert de sa poche. Je l'ai porté avec moi tous les jours. Mia prit le jouet et le serra contre elle, des larmes coulant sur son visage. « Tu m'as gardé avec toi, murmura-t-elle. Même quand je n'étais pas là. Tu m'as gardé avec toi. Je te garderai toujours avec moi, promit Jem. Nous sommes une famille. Nous nous protégeons les uns les autres. » Anna s'affaissa dans la chaise à côté du lit de Mia, tendant la main pour toucher les cheveux de sa fille avec des doigts tremblants. « Peux-tu me pardonner ?» demanda-t-elle. « Pouvez-vous tous les deux me pardonner de ne pas vous avoir protégé, de ne pas avoir vu ce qui se passait ?» Mia regarda Jem et une communication sans parole passa entre eux. Le genre de compréhension que seuls des frères et sœurs qui ont survécu ensemble à quelque chose de terrible peuvent partager. « Nous te pardonnons, dit finalement Mia. Mais maman, tu dois te pardonner aussi. Et tu dois promettre que dorénavant, nous nous dirons la vérité. Même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal, ajouta Jem, se souvenant du poids terrible de garder des secrets. Anna hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Je le promets. Plus de secrets. Plus de travail au point de manquer ce qui se passe dans la vie de mes enfants. Plus de confiance accordée à des étrangers plus qu'à mes propres instincts. Par la fenêtre de l'hôpital, Jem pouvait voir le soleil se coucher sur Brookfield, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Ça avait été la plus longue journée de ses 7 ans de vie. Le jour qui avait déchiré sa famille et l'avait reconstruite dans une configuration complètement différente. Ils n'étaient plus la même famille qu'ils étaient ce matin. Ils ne le seraient plus jamais. Mais peut-être, pensa Jem en tenant la main de sa sœur et en regardant sa mère caresser les cheveux de Mia, peut-être pourraient-ils être une meilleure famille, une famille plus honnête. Une famille qui disait la vérité et affrontait les choses difficiles ensemble au lieu de prétendre que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. La maison de Maple Street aurait besoin de nouvelles serrures, de nouvelles peintures, de nouveaux souvenirs pour remplacer les anciens. Paul Hammond serait jugé pour ses crimes, non seulement contre la famille Carter, mais contre toutes les familles qu'il a détruites avec sa cruauté soigneusement calculée. Et Jem Carter, qui avait appris que parfois les garçons de 7 ans doivent sauver leur famille, grandirait en sachant que sa voix comptait, que dire la vérité valait n'importe quelle conséquence, et que l'amour exigeait parfois le courage de tout risquer pour les personnes qui comptaient le plus. Le cauchemar était terminé. La guérison pouvait commencer.
3 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi de mars où l'appel de Jem au 911 avait brisé le mensonge soigneusement construit qui constituait leur vie de famille. Le printemps avait cédé la place au début de l'été, et le chêne dans leur jardin, celui que papa avait planté, était maintenant plein de feuilles vertes qui bruissaient de promesses de jours meilleurs. La maison de Maple Street avait maintenant un aspect différent. De nouvelles serrures brillaient sur chaque porte, installées par une entreprise de sécurité qu'Anna avait engagée après leur retour de l'hôpital. La cave avait été entièrement rénovée. La pièce de rangement où Mia avait été emprisonnée était maintenant le bureau à domicile d'Anna, peint en jaune vif et rempli de plantes et de photos de famille. Ils avaient décidé ensemble que transformer l'espace valait mieux que d'essayer d'oublier son existence. Jem était assis dans le bureau du docteur Vance un mardi après-midi de juin, la routine familière de leurs séances hebdomadaires étant devenue aussi naturelle que de se brosser les dents. Le bureau de la psychologue pour enfants était chaleureux et accueillant, avec des chaises confortables, un éclairage doux et des étagères pleines de livres et de jouets qui rendaient même les conversations les plus difficiles plus sûres. « Parle-moi de l'école », dit le docteur Vance en s'installant dans son fauteuil habituel avec une tasse de thé. « Comment ça se passe avec tes amis ?» Jem réfléchit attentivement à la question. Au début, retourner à l'école après l'arrestation de Paul avait été écrasant. Tout le monde savait ce qui s'était passé. L'histoire avait fait les nouvelles locales, et dans une petite ville comme Brookfield, les secrets ne restaient pas secrets longtemps. Certains enfants le regardaient avec un mélange de pitié et de fascination, comme s'il était un personnage de film plutôt que leur camarade de classe. Mais progressivement, les choses s'étaient installées dans une nouvelle normalité. Son professeur, Madame Henderson, avait été particulièrement gentille, lui apportant un soutien supplémentaire sans le faire se sentir à part. Son meilleur ami, Marcus, avait simplement demandé si Jem allait bien. Et quand Jem avait dit oui, Marcus avait hoché la tête et l'avait invité à jouer au foot à la récréation comme si de rien n'était. « C'est mieux maintenant », dit Jem honnêtement. Au début, tout le monde me posait des questions sur ce qui s'était passé, où il devenait très silencieux quand j'approchais, comme s'il ne savait pas quoi dire. Mais Mia m'a dit que ça voulait dire qu'il se souciait de moi, il ne savait juste pas comment le montrer. Le docteur Vance sourit. Ta sœur est très sage. Comment se passe sa transition de retour à l'école? Bien. Je crois qu'elle est aussi en thérapie, avec un docteur Martinez. Elle dit que ça aide de parler de ce qui s'est passé, de mettre des mots sur les sentiments pour qu'ils ne restent pas coincés à l'intérieur. Jem marqua une pause, réfléchissant. Elle est différente maintenant. Pas mal différente, juste plus forte, peut-être. Comme si elle savait des choses que les autres enfants ne savent pas, et ça la fait se sentir plus âgée mais aussi plus sûre d'elle. C'était vrai. La Mia qui était sortie de cette cave n'était pas la même sœur qui y avait disparu. Elle était plus silencieuse à certains égards, plus réfléchie, mais elle était aussi plus féroce, plus confiante dans son propre jugement. Elle avait rejoint le programme de conseil par les pères de l'école, aidant d'autres enfants confrontés à des situations difficiles à la maison. Son professeur disait qu'elle avait un don pour que les gens se sentent écoutés et crus. « Et comment te sens-tu à propos du procès à venir ?» demanda doucement le docteur Vance. L'estomac de Jem se serra légèrement. Le procès de Paul devait commencer dans 2 semaines, et lui et Mia devraient témoigner de ce qu'ils avaient vécu. La procureure, Mademoiselle Johnson, avait passé des heures à les préparer, expliquant à quoi s'attendre, les aidant à s'entraîner à répondre aux questions sans être submergés par les souvenirs. Effrayé, admit Jem, mais aussi prêt. Mademoiselle Johnson dit que notre témoignage aidera à s'assurer que Paul ne puisse plus faire de mal à d'autres enfants. Et je n'arrête pas de penser à Rebecca et à ses autres enfants, comment ils ont essayé de dire aux adultes ce qui se passait, mais personne ne les a crus. Peut-être que si je raconte notre histoire très clairement, ça aidera d'autres enfants qui sont dans des situations comme la nôtre. Le docteur Vance hocha la tête avec approbation. C'est une façon très mature de voir les choses. Tu transformes ton expérience douloureuse en quelque chose qui peut aider les autres. Cela demande un courage énorme. Mia dit que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, dit Jem, faisant écho aux paroles de sa sœur partagées lors d'une de leurs conversations nocturnes. C'est de faire ce qui est juste, même quand on a peur. Elle a raison là-dessus aussi. Dis-moi, comment vont les choses à la maison? Comment est ta relation avec ta mère? C'était toujours la partie la plus complexe de leur séance. Les sentiments de Jem à l'égard de sa mère étaient compliqués. Un amour mêlé à une blessure résiduelle, mêlé à une compréhension croissante de la façon dont les adultes pouvaient commettre de terribles erreurs en essayant de bien faire. Mieux, dit-il prudemment. Elle est différente maintenant, elle aussi.
Elle n'a plus qu'un seul travail au lieu de deux, et elle est à la maison pour le dîner tous les soirs. Nous avons des réunions de famille tous les dimanches où nous parlons de ce que tout le monde ressent et s'il y a des problèmes que nous devons résoudre ensemble. Les réunions de famille du dimanche avaient été une suggestion du Dr Vance, un moyen de s'assurer que les schémas de communication qui les avaient rendus vulnérables à la manipulation de Paul ne se développent plus. Au début, elles avaient été des affaires maladroites, avec de longs silences et des partages timides. Mais progressivement, elles étaient devenues quelque chose que Jem attendait avec impatience. Un moment où les trois pouvaient être complètement honnêtes les uns avec les autres sur leurs peurs, leurs espoirs, leurs luttes et leurs victoires quotidiennes. Elle se sent toujours coupable, continua Jem. Je le vois parfois quand elle nous regarde, Mia et moi, comme si elle essayait de comprendre comment elle a pu laisser Paul entrer dans nos vies, comment elle a pu manquer tous les signes que quelque chose n'allait pas. Et comment te sens-tu par rapport à cette culpabilité? Jem resta silencieux un long moment, choisissant ses mots avec soin. Je pense qu'elle devrait se sentir un peu coupable. Non pas parce que c'est une mauvaise mère, mais parce qu'elle a fait des erreurs, et ces erreurs nous ont fait du mal. Mais je pense aussi qu'elle a appris de ses erreurs, et qu'elle essaie vraiment de faire mieux maintenant. C'était une compréhension remarquablement nuancée pour un garçon de 8 ans, mais le traumatisme avait une façon d'accélérer le développement émotionnel. Jem avait été forcé de se débattre avec des concepts de confiance, de responsabilité et de pardon que la plupart des enfants de son âge ne rencontreraient pas avant des années. « Et comment te sens-tu par rapport à Paul maintenant » demanda le Dr Vance. « Quand tu penses à lui, quelles émotions ressens-tu » Cette question avait l'habitude de serrer la poitrine de Jem d'anxiété, mais des mois de thérapie l'avaient aidé à démêler l'écheveau de sentiments que la trahison de Paul avait créé. En colère, dit-il immédiatement. Vraiment en colère. Pas seulement à cause de ce qu'il a fait à Mia, mais à cause de la façon dont il nous a tous menti. Il a fait semblant de se soucier de nous, a fait semblant d'aimer maman, mais en réalité, il ne faisait que nous utiliser notre tristesse à propos de papa pour se rapprocher de nous afin de nous faire du mal. C'est une réponse très appropriée, dit le Dr Vance. La colère peut être saine lorsqu'elle est dirigée contre quelqu'un qui vous a fait du mal, à vous et à votre famille. Mais je ressens aussi, Jem peina à trouver les bons mots. J'ai de la peine pour lui. Pas de la peine comme si je voulais qu'il n'aille pas en prison, mais de la peine comme, quel genre de personne faut-il être pour vouloir faire du mal aux enfants? Que lui est-il arrivé pour qu'il devienne comme ça? Le Dr Vance se pencha légèrement en avant, impressionné par la profondeur de sa perspicacité. C'est une façon très compatissante de penser à quelqu'un qui vous a fait du mal. Cela montre que ce que Paul a fait à votre famille ne vous a pas rendu cynique ou amer. Mia et moi en parlons parfois, dit Jem. De la façon dont nous ne voulons pas que ce que Paul a fait nous rende méchants ou méfiants envers tout le monde. Maman dit que la meilleure vengeance contre quelqu'un qui essaie de vous faire peur, c'est de continuer à être courageux, gentil et à faire confiance aux bonnes personnes. Par la fenêtre du bureau du Dr Vance, Jem pouvait voir des enfants jouer dans le parc de l'autre côté de la rue, leur rire porté par l'air chaud de l'été. Il y a un an, il aurait pu ressentir de la jalousie pour leur joie insouciante, leur innocence face à l'obscurité qui pouvait se cacher derrière les sourires des adultes et les gestes serviables. Maintenant, il se sentait protecteur envers eux, espérant qu'il n'aurait jamais à apprendre les dures leçons qu'il avait été forcé de maîtriser. J'ai réfléchi, dit soudain Jem. À ce que je veux faire quand je serai grand. Oh, et qu'est-ce que c'est? Je veux aider les enfants comme moi et Mia. Des enfants qui sont dans de mauvaises situations mais qui ne savent pas comment demander de l'aide, ou qui essaient de demander mais personne ne les écoute. Il regarda directement le Dr Vance. Je veux faire ce que vous faites, ou ce que fait le détective Foster, ou ce que fait Mademoiselle Johnson. Je veux être quelqu'un qui croit les enfants quand ils disent que quelque chose ne va pas. Les yeux du Dr Vance s'embuèrent légèrement. Je pense que tu serais excellent à ça, Jem. Tu as un don pour comprendre les sentiments des gens et un talent pour exprimer clairement des vérités difficiles. Ce sont exactement les qualités dont quelqu'un dans mon domaine a besoin. Mademoiselle Johnson dit qu'après la fin du procès de Paul, elle pourrait me demander de parler à d'autres enfants qui doivent témoigner dans des affaires judiciaires, pour les aider à comprendre que ce n'est pas aussi effrayant que ça en a l'air et que leur voix compte vraiment. Comment te sens-tu par rapport à ça? Excité, dit Jem sans hésitation. Et nerveux, mais le bon genre de nervosité, comme quand on est sur le point de faire quelque chose d'important. Leur séance était presque terminée, mais le Dr Vance avait une dernière question. En repensant à tout ce qui s'est passé, y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé faire différemment?
Jem y réfléchit sérieusement. C'était une question avec laquelle il s'était débattu de nombreuses fois au cours des derniers mois, généralement tard dans la nuit quand le sommeil ne venait pas et que son esprit insistait pour rejouer chaque moment de ces 5 terribles jours. J'aurais aimé appeler à l'aide plus tôt, dit-il finalement. J'ai passé tellement de temps à essayer de m'occuper de Mia tout seul, à essayer de protéger maman de la vérité, à essayer d'empêcher notre famille de s'effondrer. Mais les familles qui gardent des secrets ne sont pas vraiment des familles. Ce sont juste des gens qui vivent dans la même maison, prétendant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. C'est une perspicacité profonde. Je l'ai appris à la dure, dit Jem avec un sourire ironique bien trop mature pour ses 8 ans. Mais je suis content de l'avoir appris, et je suis content d'avoir trouvé ma voie quand c'était le plus important. Alors qu'il terminait la séance, le docteur Vance raccompagna Jem à la salle d'attente où Anna était assise avec un magazine, l'air plus détendu qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Les cernes sous ses yeux s'étaient estompées, et elle sourit sincèrement en voyant son fils. Pas le sourire cassant et forcé qu'elle avait porté pendant ces terribles mois avec Paul, mais quelque chose de réel, de chaleureux et plein d'amour. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, la même question qu'elle posait après chaque séance. « Bien, » dit Jem, lui prenant la main alors qu'il marchait vers le parking. « On a parlé du procès, de l'école et de ce que je veux être quand je serai grand. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Anna, bien qu'elle l'ait entendu parler de ce rêve particulier de nombreuses fois. « Quelqu'un qui aide les enfants, » dit Jem fermement. « Quelqu'un qui les écoute, les croit et s'assure qu'ils sont en sécurité. » Anna serra sa main. Je pense que tu le fais déjà, mon cœur. Chaque fois que tu parles de ce qui est arrivé à notre famille, chaque fois que tu montres à d'autres enfants qu'il est normal de demander de l'aide, tu les aides déjà. Alors qu'ils rentraient chez eux à travers les rues familières de Brookfield, Jem pensa à quel point ce trajet en voiture était différent de la course terrifiée qu'il avait faite il y a 3 mois, courant de l'école pour vérifier l'état de Mia par la fenêtre de la cave. Les mêmes rues, les mêmes maisons, mais tout était différent maintenant parce qu'ils étaient différents. Plus courageux, plus honnêtes, plus connectés les uns aux autres malgré tout ce qu'ils avaient traversé. À la maison, Mia attendait sur le porche avec un livre sur ses genoux et un verre de limonade à côté d'elle. Elle leva les yeux lorsque leur voiture entra dans l'allée, et son sourire était éclatant et sincère. Le même sourire dont Jem se souvenait d'avant que Paul n'entre dans leur vie, mais en quelque sorte plus fort maintenant. « Comment était la thérapie ?» demanda-t-elle alors que Jem la rejoignait sur les marches du porche. « Bien, on a parlé du procès. » Mia hocha la tête. Elle avait eu sa propre séance avec son thérapeute la veille, et ils avaient abordé des sujets similaires. « Tu es prêt ?» « Je pense que oui. »« Et toi ?» ?»« Oui, je le suis. » Elle regarda leur maison, leur vraie maison maintenant, pas la prison que Paul avait essayé d'en faire. Ça fait du bien de savoir que ce que nous dirons au tribunal aidera à empêcher Paul de faire du mal à quelqu'un d'autre. Et ça pourrait aider d'autres enfants à trouver le courage de parler s'ils sont dans des situations comme la nôtre, ajouta Jem. Anna les rejoignit sur le porche, s'installant dans la chaise que leur père affectionnait les soirs d'été. « Je suis si fière de vous deux, dit-elle doucement. Pour votre courage, pour votre résilience, pour la façon dont vous avez choisi d'utiliser votre expérience pour aider les autres au lieu de la laisser vous rendre amère ou effrayée. Nous avons appris des meilleurs, dit Mia, tendant la main pour serrer celle de sa mère. Tu nous as montré que même quand on fait des erreurs, on peut choisir de faire mieux. Tu nous as montré que l'amour signifie être prêt à affronter des vérités difficiles et à faire des changements difficiles. Jem hocha la tête en signe d'accord. Leur famille n'était pas parfaite et ne le serait probablement jamais. Ils avaient encore de mauvais jours, luttaient encore avec les séquelles de la trahison de Paul, travaillaient encore sur les questions de confiance et de communication lors de leurs séances de thérapie hebdomadaire et de leurs réunions de famille du dimanche. Mais ils étaient honnêtes maintenant, et ils étaient ensemble, et ils étaient déterminés à se protéger les uns les autres, non pas par des secrets et le silence, mais par l'ouverture et la vérité. Le soleil se couchait sur Maple Street, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Dans 2 semaines, Jem entrerait dans une salle d'audience et raconterait à un juge et à un jury les 5 jours où sa sœur avait disparu dans leur cave. Il parlerait de l'appel téléphonique qui lui avait sauvé la vie, du courage qu'il avait fallu pour parler quand cela semblait impossible. Mais ce soir, il n'était qu'un garçon assis sur son porche avec sa sœur et sa mère, regardant le soleil se coucher sur un autre jour de leur vie de guérison, honnête et pleine d'espoir. Et pour l'instant, c'était suffisant. Les marches du palais de justice semblaient incroyablement hautes alors que Jem les gravissait par une matinée de juillet étouffante, sa petite main serrant fermement celle de sa mère.
Le palais de justice du comté de Brookfield était un imposant bâtiment en briques avec des colonnes blanches et de hautes fenêtres qui semblaient toiser tous ceux qui s'approchaient. Mais Jem avait appris au cours des derniers mois que les bâtiments impressionnants n'étaient que des bâtiments, et que ce qui importait, c'étaient les gens à l'intérieur et leur volonté d'écouter la vérité. « Tu te souviens de ce que mademoiselle Johnson t'a dit » dit doucement Anna alors qu'il s'arrêtait en haut des marches. « Raconte simplement ton histoire, clairement et honnêtement. Ne t'inquiète de rien d'autre. » Jem hocha la tête, bien que son estomac fasse des cabrioles. Il avait répété son témoignage des dizaines de fois avec la procureure, avait visité la salle d'audience lorsqu'elle était vide pour se familiariser avec l'espace, avait même fait des exercices de jeu de rôle avec le docteur Vance pour se préparer aux questions de l'avocat de la défense. Mais savoir que Paul serait assis à seulement 6 mètres de là, le regardant, écoutant chaque mot, serrait la poitrine de Jem d'anxiété. « Est-ce qu'il pourra nous parler » demanda Mia, exprimant la peur qui hantait les deux enfants. Malgré toute leur préparation, l'idée d'affronter de nouveau Paul était écrasante. « Non, dit fermement Anna. Il n'est pas autorisé à vous approcher ou à vous parler. Le détective Foster et les huissiers de justice s'en assureront. Et le docteur Vance sera juste là, dans la galerie, avec Madame Kellerman et certains de nos autres voisins qui voulaient montrer leur soutien. » À l'intérieur du palais de justice, les couloirs bourdonnaient d'une activité contrôlée. Des avocats en costume sombre se hâtaient avec des mallettes et des brassées de dossiers, des sténographes judiciaires roulaient leur matériel entre les salles, et des familles se regroupaient en petits groupes, parlant à voix basse de procès, de plaidés coupables et de peines. Mademoiselle Johnson les rencontra devant la salle d'audience B. Son attitude professionnelle était adoucie par une chaleur sincère en voyant les enfants. La procureure était une grande femme dans la quarantaine, aux yeux bienveillants et à l'air d'autorité compétente qui avait immédiatement mis Jem à l'aise lors de leur séance de préparation. « Vous êtes prêts » demanda-t-elle en s'agenouillant au niveau des yeux des enfants. « Souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement de Paul Hammond. Votre témoignage aujourd'hui va aider 3 autres familles à obtenir justice. » Rebecca Martinez regardera depuis la Californie, sachant que quelqu'un a enfin cru son histoire. C'est le pouvoir de ce que vous êtes sur le point de faire. Jem pensa à Rebecca, la fillette de 10 ans qui avait maison, pour être ensuite rejetée comme une enfant perturbée faisant une crise à cause du deuil. Il pensa aux autres victimes que le détective Foster avait identifiées, des enfants dont les voix avaient été réduites au silence par des adultes qui trouvaient plus facile de croire un beau-père charmant qu'un enfant effrayé. « Nous sommes prêts » dit Mia, parlant pour eux deux. La salle d'audience était plus petite que ce que Jem avait imaginé en regardant des séries télévisées, mais elle semblait intensément sérieuse avec ses boiseries sombres et son atmosphère formelle. Le banc du juge dominait l'avant de la salle, flanqué de drapeaux et de sceaux officiels. Le box du jury était rempli de 12 personnes d'apparence ordinaire qui décideraient du sort de Paul en se basant sur ce qu'elles entendraient aujourd'hui. Et là, à la table de la défense, était assis Paul Hammond. Le souffle de Jem se coupa lorsqu'il vit son ancien beau-père pour la première fois depuis cet après-midi de mars où il avait été emmené menotté. Paul avait perdu du poids pendant ses mois en prison, et ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre. Il portait un costume mal ajusté au lieu de ses vêtements décontractés habituels, et son visage paraissait plus âgé, plus dur. Mais ce qui frappa le plus Jem, c'est à quel point il semblait ordinaire. Pas comme un monstre ou un méchant de film, juste comme un homme normal qui avait fait des choix terribles. Les yeux de Paul croisèrent ceux de Jem à travers la salle d'audience, et pendant un instant, le garçon sentit ce frisson familier de peur. Mais ensuite, il se souvint des paroles du docteur Vance, « Il n'a plus aucun pouvoir sur toi. C'est juste un homme menotté, et c'est toi qui détiens la vérité. » La juge Williams, une femme au visage sévère et aux cheveux grisonnants, appela la cour à l'ordre. « C'est l'affaire de l'État contre Paul Edward Hammond » annonça-t-elle. L'accusé est inculpé de multiples chefs d'accusation d'enlèvement, de mise en danger d'enfants et de voies de fait graves. Mademoiselle Johnson, vous pouvez procéder à votre déclaration liminaire. Jem écouta Mademoiselle Johnson exposer l'affaire contre Paul, expliquant son schéma de ciblage des familles vulnérables, ses abus systématiques d'enfants, sa manipulation des mères en deuil. Elle parla des preuves matérielles trouvées dans la cave des Carter, du témoignage de multiples victimes, de l'historique documenté d'un comportement similaire sur plusieurs années. Mesdames et messieurs du jury, conclut Mademoiselle Johnson, vous entendrez des enfants qui ont trouvé le courage de dire la vérité au pouvoir, qui ont tout risqué pour exposer un prédateur qui avait infiltré leur famille. Leur voix mérite d'être entendue, crue et justifiée. L'avocat de la défense, M. Thompson,
était un homme mince à l'énergie nerveuse qui commença immédiatement à tenter de jeter le doute sur le témoignage des enfants. Les enfants ont une imagination débordante, dit-il. Ils confondent parfois la réalité et la fantaisie, surtout lorsqu'ils sont confrontés à un traumatisme et à une perte. Mon client a peut-être commis quelques erreurs de jugement, mais il n'est pas le monstre que l'accusation voudrait vous faire croire. Jem sentit une vague de colère familière à la suggestion que lui et Mia avaient imaginé leur calvaire, mais Mademoiselle Johnson l'avait préparé à cela. Les avocats de la défense étaient censés créer le doute. C'était leur travail. C'était au jury de décider qui disait la vérité. L'État appelle Jem Carter à la barre des témoins. Les jambes de Jem semblaient instables alors qu'il se dirigeait vers l'avant de la salle d'audience, mais il gardait la tête haute. La greffière, une femme plus âgée et bienveillante, l'aida à ajuster le microphone et lui rappela de parler clairement pour que tout le monde puisse l'entendre. « Jem, promettez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ?» demanda la juge Williams. « Je le promets, » dit Jem, sa voix plus forte qu'il ne l'avait prévu. Mademoiselle Johnson s'approcha de la barre des témoins avec un sourire doux. « Jem, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé le 7 mars de cette année ?» Et ainsi, Jem raconta son histoire. Il parla de sa découverte de la disparition de Mia depuis 5 jours, du fait d'avoir entendu sa voix par la fenêtre de la cave, de son appel désespéré au 911. Il décrivit avoir trouvé sa sœur faible et effrayée dans la prison de fortune que Paul avait créée, le seau qu'elle avait été forcée d'utiliser, la nourriture et l'eau minimale que Paul avait fournie. « Pourquoi n'as-tu pas dit à ta mère ce qui se passait ?» demanda Mademoiselle Johnson. « Parce que maman travaillait tellement et elle était encore triste à cause de la mort de papa, et Paul nous a dit qu'elle était trop fragile pour supporter d'autres problèmes, » expliqua Jem. « Il nous a fait croire que le lui dire lui ferait du mal, peut-être même la ferait partir comme papa. Cela a dû être très effrayant pour un garçon de 7 ans. Ça l'était. Mais j'avais plus peur de ce qui arriverait à Mia si je ne faisais rien. » Mademoiselle Johnson hocha la tête avec approbation. « Qu'est-ce qui t'a donné le courage de passer cet appel au 911 ?» Jem y réfléchit attentivement. « J'ai réalisé que garder des secrets ne protégeait personne. Ça ne faisait qu'empirer les choses. Et Mia avait besoin que quelqu'un parle pour elle parce qu'elle ne pouvait pas parler pour elle-même. » Quand vint le temps du contre-interrogatoire, M. Thompson fit de son mieux pour ébranler le témoignage de Jem, suggérant qu'il avait peut-être mal compris ce qu'il avait vu, que Paul essayait peut-être d'aider Mia avec des problèmes de comportement, que les enfants exagèrent parfois lorsqu'ils sont contrariés. Mais Jem avait vécu cette expérience, pas imaginée. Ses réponses étaient claires, cohérentes et totalement convaincantes. Lorsque M. Thompson suggéra que Paul avait agi par souci du bien-être de Mia, Jem regarda directement l'avocat de la défense. Si quelqu'un essayait d'aider ma sœur, pourquoi l'enfermerait-il dans une cave avec un seau pour toilette et seulement des biscuits salés à manger? Ce n'est pas de l'aide, c'est de la cruauté. Un murmure d'approbation parcourut la galerie du tribunal. Le témoignage de Mia fut encore plus puissant. Malgré son jeune âge, elle parla avec clarté et sang-froid de son calvaire, décrivant le comportement inapproprié de Paul qui avait escaladé jusqu'à l'emprisonnement. Lorsque M. Thompson tenta de suggérer qu'elle avait peut-être mal interprété les actions de Paul, la réponse de Mia fut dévastatrice. « Je sais faire la différence entre quelqu'un qui essaie de m'aider et quelqu'un qui essaie de me faire du mal, » dit-elle. Ce que Paul a fait, ce n'était pas de l'aide. C'était une punition parce que je ne le laissais pas me toucher comme il le voulait. La salle d'audience tomba dans le silence à cette révélation, toute l'étendue des crimes de Paul devenant claire. Au cours des 2 jours suivants, l'accusation présenta une montagne de preuves. Le détective Foster témoigna sur la scène de crime, les preuves matérielles trouvées dans la cave, le schéma de ciblage des familles vulnérables par Paul. Rebecca Martinez témoigna par liaison vidéo depuis la Californie, son histoire étrangement similaire à l'expérience de Mia. D'autres victimes se présentèrent, brossant le tableau d'un prédateur en série qui avait affiné ses méthodes au fil des années. Anna Carter prit la parole pour décrire comment Paul avait manipulé son deuil, comment il avait isolé leur famille de leurs amis et de leur famille élargie, comment il l'avait convaincu que tout problème avec les enfants était des problèmes d'adaptation normaux qui se résoudraient avec de la patience et de la compréhension. « Je lui ai confié la vie de mes enfants, » dit-elle, des larmes coulant sur son visage. « J'étais tellement reconnaissante de son aide que j'ai ignoré mes instincts quand il me disait que quelque chose n'allait pas. C'est une erreur que je regretterai toute ma vie. » Paul ne témoigna jamais pour sa propre défense. Son avocat présenta des témoins de moralité qui le décrivirent comme serviable et charmant,
mais leurs témoignages pâlirent face aux preuves accablantes de ces crimes. Dans sa plaidoirie finale, Mademoiselle Johnson regarda directement le jury. Paul Hammond est un prédateur qui a passé des années à perfectionner sa méthode pour cibler les familles vulnérables et réduire ses victimes au silence. Il comptait sur le fait que les voix des enfants pèsent moins lourd que les mensonges des adultes. Mais Jem et Mia Carter ont refusé d'être réduits au silence. Ils ont trouvé le courage de dire la vérité, et leur courage a exposé un schéma d'abus qui aurait pu continuer pendant des années sans leur bravoure. Le jury délibéra moins de 3 heures. Sur le chef d'accusation d'enlèvement au premier degré, nous déclarons l'accusé coupable. Sur le chef d'accusation de mise en danger d'enfant, nous déclarons l'accusé coupable. Sur le chef d'accusation de voies de fait grave, nous déclarons l'accusé coupable. Les verdicts de culpabilité continuèrent pour chaque chef d'accusation, chacun représentant non seulement la justice pour la famille Carter, mais aussi la validation pour chaque enfant dont la voix avait été rejetée, chaque victime à qui l'on avait dit que sa vérité n'avait pas d'importance. Jem regarda le visage de Paul pendant la lecture des verdicts. L'homme qui avait semblé si puissant, si en contrôle, paraissait maintenant petit et vaincu. Lorsque la juge Williams annonça que la sentence aurait lieu dans 2 semaines, Paul fut emmené menotté, son règne de terreur enfin terminé. À l'extérieur du palais de justice, Jem fut entouré de journalistes demandant des commentaires, mais Mademoiselle Johnson guida doucement la famille loin des caméras. Il y aurait du temps pour des interviews plus tard, s'il le choisissait, mais pour l'instant, il devait digérer ce qui venait de se passer. « Comment vous sentez-vous » demanda le docteur Vance alors qu'ils se rassemblaient dans une salle de conférence tranquille. « Soulagé » dit immédiatement Mia. « Comme si je pouvais enfin respirer à fond à nouveau. » Jem hocha la tête. « Et fier. Fier que nous n'ayons pas abandonné, que nous ayons trouvé nos voies et les ayons utilisées pour aider non seulement nous-mêmes, mais aussi d'autres enfants. » Anna serra ses 2 enfants dans une étreinte féroce. « Je suis si fier de vous deux. Vous avez montré un courage que la plupart des adultes auraient du mal à trouver. » 2 semaines plus tard, ils retournèrent au palais de justice pour la sentence de Paul. La juge Williams avait l'air sévère en s'adressant à l'accusé. « Monsieur Hammond, vos crimes représentent une profonde trahison de la confiance. Vous avez ciblé des familles à leurs moments les plus vulnérables et utilisé leur deuil et leur désespoir pour avoir accès à leurs enfants. Les preuves montrent un schéma de comportement prédateur qui s'étend sur des années et a traumatisé de multiples familles. » Elle marqua une pause, regardant la famille Carter dans la galerie. « Cependant, vos victimes ont montré un courage remarquable en s'exprimant contre vous. Leurs voix vous ont non seulement traduit en justice, mais elles vous ont aussi empêché de nuire à d'autres enfants. Grâce à leur bravoure, vous ne serez plus jamais en position de cibler des familles vulnérables. » Paul fut condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle, garantissant qu'il serait un vieil homme s'il revoyait un jour la liberté. Alors qu'il quittait le palais de justice pour la dernière fois, Jem ressentit un profond sentiment d'achèvement. Le cauchemar qui avait commencé cet après-midi de mars était enfin, vraiment terminé. Paul passerait des décennies derrière les barreaux, d'autres victimes avaient trouvé leur voie et leur justice, et la famille Carter était sortie plus forte de cette épreuve. « Que se passe-t-il maintenant » cria un journaliste alors qu'il descendait les marches du palais de justice. Jem leva les yeux vers sa mère et sa sœur, puis se tourna vers le journaliste. « Maintenant, nous continuons à aider d'autres enfants à trouver leur voie, dit-il simplement. Nous continuons à raconter notre histoire pour que d'autres familles sachent qu'elles ne sont pas seules et que d'autres enfants sachent que leur vérité compte. » Mademoiselle Johnson avait déjà organisé pour que Jem et Mia prennent la parole lors d'une conférence pour les défenseurs des enfants le mois suivant. Rebecca Martinez avait demandé à les rencontrer lorsque sa famille visiterait Brookfield plus tard dans l'été. D'autres victimes des crimes précédents de Paul avaient pris contact par l'intermédiaire du bureau du procureur, souhaitant se connecter avec les enfants qui avaient finalement traduit leur agresseur en justice. La maison de Maple Street était vraiment un foyer maintenant, non pas parce que le passé avait été effacé, mais parce qu'il l'avait affronté honnêtement et en était sorti de l'autre côté. La pièce de rangement de la cave qui avait été la prison de Mia abritait maintenant le bureau d'Anna, où elle travaillait sur son diplôme en travail social, inspirée par le courage de ses enfants à dédier sa propre vie à aider les familles vulnérables. Au garçon qu'il avait été à peine 4 mois plus tôt. Effrayé, porteur de secrets, essayant de protéger tout le monde en restant silencieux. Ce garçon avait trouvé sa voie au moment le plus important, et ce faisant, avait découvert que la vérité des enfants était tout aussi puissante que n'importe quel mensonge d'adulte. Le soleil se couchait sur leur quartier, peignant le ciel de nuances d'espoir et de possibilités.
Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités d'aider d'autres enfants, de nouvelles chances de prouver que le courage était contagieux et que parler valait toujours le risque. Mais ce soir, Jem Carter n'était qu'un garçon rentrant chez lui avec sa famille, certain que sa voix avait compté, que sa vérité avait prévalu et que son courage avait changé le monde pour le mieux. Pas seulement pour lui et Mia, mais pour chaque enfant qui bénéficierait du précédent qu'ils avaient créé. Parfois, les plus petites voix portaient le plus de pouvoir, et parfois, les plus jeunes héros étaient ceux qui changeaient tout. 2 ans plus tard, l'auditorium de la Conférence nationale sur la protection de l'enfance était comble de travailleurs sociaux, de policiers, de juges et de défenseurs des enfants venus de tout le pays. Jem Carter, maintenant âgé de 10 ans, se tenait au podium, regardant la mère de visage, n'étant plus le garçon de 7 ans effrayé qui avait autrefois murmuré dans le téléphone d'une voisine que sa sœur avait besoin d'aide. « Je m'appelle Jem Carter », commença-t-il, sa voix claire et confiante. Et quand j'avais 7 ans, j'ai appris que parfois, les enfants doivent être les adultes dans la pièce. Un silence se fit dans l'auditoire. Alors que Jem racontait son histoire, non pas pour la première fois, mais avec l'aisance de quelqu'un qui avait trouvé sa vocation, il parla des 5 jours où Mia avait disparu dans leur cave, du poids de garder des secrets, du moment où il avait réalisé que le silence n'était pas une protection, mais une complicité. L'opératrice du 911 qui a pris mon appel ce jour-là m'a dit plus tard qu'elle avait reçu des centaines d'appels d'enfants au fil des ans, mais que la plupart étaient des canulars ou des malentendus, continua Jem. Elle a dit que ce qui avait rendu mon appel différent, c'est que j'étais spécifique, détaillé et cohérent. Je n'ai pas seulement dit que quelque chose de grave se passait. Je lui ai dit exactement ce qui se passait et où trouver la preuve. Au premier rang, Mia était assise avec leur mère, toutes deux rayonnant de fierté. Mia, maintenant âgée de 11 ans, était devenue conseillère père dans leur collège et parlait régulièrement à de plus jeunes enfants de la reconnaissance des situations dangereuses et de la recherche d'adultes de confiance à qui se confier. Elle s'était épanouie dans son rôle de défenseur des survivants, utilisant son expérience pour aider d'autres enfants à traverser le traumatisme avec grâce et force. Mais la leçon la plus importante que j'ai apprise, dit Jem, n'était pas d'être courageux. C'était le pouvoir d'être cru. Quand j'ai appelé le 911 ce jour-là, l'opératrice m'a cru. Quand la police est arrivée, ils m'ont cru. Quand nous sommes allés au tribunal, le jury m'a cru, ainsi que ma sœur. Cette confiance, cette volonté des adultes d'écouter les enfants et de les prendre au sérieux, c'est ce qui nous a sauvé la vie. Le public éclata en applaudissements, mais Jem n'avait pas fini. Rebecca Martinez est ici avec nous aujourd'hui, dit-il en désignant une jeune femme au 3e rang. Elle a 13 ans maintenant et elle étudie pour devenir psychologue pour enfants. Il y a 3 ans, Rebecca a essayé de dire à un enseignant que son beau-père lui faisait du mal. Mais les adultes de sa vie pensaient qu'elle faisait une crise à cause du deuil. S'ils l'avaient cru alors, ma famille n'aurait peut-être jamais traversé ce que nous avons vécu, parce que Paul Hammond aurait été arrêté avant de nous trouver. Rebecca se leva et salua, son sourire radieux. Malgré les souvenirs douloureux que les paroles de Jem évoquaient, elle était devenue comme une grande sœur pour Jem et Mia, la preuve que les survivants pouvaient non seulement guérir, mais aussi s'épanouir. Aujourd'hui, je veux lancer un défi à chaque adulte dans cette salle, continua Jem. La prochaine fois qu'un enfant vous dit quelque chose qui ne semble pas juste, la prochaine fois que quelqu'un de plus petit que vous demande de l'aide, la prochaine fois que vous devez choisir entre croire un adulte charmant ou un enfant effrayé, souvenez-vous que les enfants mentent rarement sur le fait d'être blessés. Ils n'ont peut-être pas tous les détails corrects, ils n'utilisent peut-être pas les bons mots, mais si un enfant dit que quelqu'un lui fait du mal, il mérite d'être entendu. Quand Jem eut fini de parler, l'ovation debout dura près de 5 minutes. Des membres du public essuyaient des larmes, et plusieurs s'approchèrent de lui par la suite pour partager leurs propres histoires de traumatismes infantiles qui n'avaient pas été entendues pendant trop longtemps. Plus tard dans la soirée, la famille Carter était assise dans sa chambre d'hôtel, des dîners du service en chambre étalés sur la petite table, réfléchissant à quel point leur vie avait changé depuis ce jour de mars, 2 ans plus tôt. Les organisateurs de la conférence veulent que nous revenions l'année prochaine, dit Anna en parcourant ses emails sur son ordinateur portable. Elle avait obtenu son diplôme en travail social le printemps précédent et travaillait maintenant pour le département des services à l'enfance et à la famille de l'État, spécialisé dans les cas impliquant la manipulation familiale et le contrôle coercitif. Ils espèrent faire de la présentation de Jem et Mia un discours d'ouverture annuel. Ce serait incroyable, dit Mia, recroquevillée dans le fauteuil de l'hôtel avec un livre sur la psychologie de l'adolescent. Son thérapeute lui avait suggéré de commencer à lire sur la guérison des traumatismes d'un point de vue clinique,
et Mia avait découvert qu'elle avait une aptitude naturelle pour comprendre les mécanismes de la guérison. As-tu vu combien de personnes sont venues nous voir après la présentation? Cette femme de l'Oregon a dit qu'elle allait complètement changer la façon dont sont comptées enquêtes sur les signalements d'enfants. Jem hocha la tête, traitant encore l'ampleur de leur impact. Mademoiselle Johnson a appelé pendant que tu prenais le dîner, dit-il à sa mère. Elle a dit que 3 autres États ont adopté le protocole Carter pour interroger les enfants témoins. Cela fait 12 États au total. Le protocole Carter, nommé en l'honneur du cas de leur famille, était un ensemble de directives pour les forces de l'ordre et les services de protection de l'enfance lors de la prise de signalement d'enfants. Il soulignait l'importance d'une documentation détaillée, d'une réponse immédiate aux allégations spécifiques, et la présomption que les signalements d'enfants devaient être minutieusement enquêtés plutôt que rejetés en raison de l'âge du déclarant. Parfois, je n'arrive pas à croire à quel point tout a changé à cause d'un seul appel téléphonique, dit Anna en serrant la main de Jem. Tu as sauvé bien plus que ta sœur ce jour-là. C'était vrai. Au cours des 2 années qui avaient suivi la condamnation de Paul, leur histoire s'était propagée d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. L'affaire avait été étudiée dans les facultés de droit, présentée dans des supports de formation pour les travailleurs sociaux, et citée lors d'audiences législatives sur l'amélioration des systèmes de protection de l'enfance. La condamnation de Paul avait également conduit à la découverte de 2 victimes supplémentaires datant d'années antérieures, des enfants qui avaient eu trop peur de se manifester jusqu'à ce qu'ils voient le courage de Jem et Mia à la barre des témoins. Ces 2 affaires avaient abouti à des accusations supplémentaires qui avaient prolongé la peine de prison de Paul, garantissant qu'il ne serait probablement jamais libéré. Mais peut-être plus important encore, leur volonté de parler publiquement de leur expérience avait créé un débat national sur le fait de croire les enfants et les effets dévastateurs des secrets de famille. Le docteur Vance a appelé aussi, dit Mia en levant les yeux de son livre. Elle voulait que nous sachions que l'article qu'elle présente le mois prochain sur les facteurs de protection fraternelle dans la guérison des traumatismes a été accepté par 3 grandes revues de psychologie. Notre cas va maintenant faire partie de la littérature de recherche. Le docteur Vance était devenu plus que leur thérapeute au cours des 2 dernières années. Elle était devenue une amie de la famille et une collaboratrice de recherche, documentant leur processus de guérison et les facteurs qui avaient contribué à leur résilience. Son travail sur la façon dont les frères et sœurs pouvaient se protéger et se renforcer mutuellement pendant les situations de crise ouvrait de nouvelles voies en psychologie du trauma. Jem se dirigea vers la fenêtre de l'hôtel et regarda les lumières de la ville en contrebas. Demain, ils rentreraient à Brookfield, à leur maison de Maple Street qui était devenue un symbole de survie et de renouveau. La pièce de rangement de la cave était toujours le bureau d'Anna, mais c'était aussi autre chose maintenant. Un rappel que les espaces sombres pouvaient être transformés en lieux de but et d'espoir. J'ai réfléchi, dit-il en se retournant vers sa famille. À l'université, à ce que je veux étudier. Tu as 10 ans, Rimia. Tu as tout le temps de décider. Je sais ce que je veux faire, cependant, dit Jem. Sérieusement. Je veux être procureur comme Mademoiselle Johnson, mais je veux me spécialiser dans les affaires impliquant des enfants. Je veux être la personne qui s'assure que les enfants comme nous sont entendus au tribunal, sont crus, obtiennent justice. Anna sourit. Cela semble parfait. Mademoiselle Johnson serait si fière de l'entendre. Elle le sait déjà, sourit Jem. Je le lui ai dit quand elle a appelé. Elle a dit que si je suis sérieux, elle m'aidera à trouver les bons programmes pré-droit quand j'arriverai au lycée. La conversation fut interrompue par un coup à la porte de leur chambre d'hôtel. Anna ouvrit et trouva une jeune femme d'environ 16 ans, les yeux nerveux et les mains agitées. « Je suis désolée de vous déranger, » dit la jeune fille. « Je suis dans la chambre d'accent grave côté avec ma tante. C'est une travailleuse sociale et elle m'a amenée à la conférence aujourd'hui. J'ai entendu votre fils parler et je... » Elle marqua une pause, rassemblant son courage. « Je me demandais si je pouvais vous parler, à vous tous, de quelque chose qui m'est arrivé. » Anna s'écarta immédiatement, accueillant la jeune fille dans leur chambre. « Bien sûr, ma chérie. Quel est ton nom ?»« Sarah, » dit la jeune fille, puis se corrigea rapidement. « En fait, c'est Sophia. J'utilisais un nom différent parce que j'avais peur. Mais après avoir entendu Jem aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'utiliser à nouveau mon vrai nom. » Jem et Mia échangèrent des regards complices. Ils avaient entendu des variations de cette histoire des dizaines de fois au cours des 2 dernières années. Des enfants et des adolescents qui portaient des secrets, qui avaient été rejetés ou non crus, qui trouvaient le courage dans leur exemple pour enfin dire leur vérité.
Sophia, dit doucement Mia, veux-tu t'asseoir? Nous avons tout le temps d'écouter. Alors que Sophia commençait à partager son histoire, un récit déchirant et familier d'un adulte de confiance qui avait violé cette confiance, de tentatives de parler qui avaient été rejetées comme des drames d'adolescents, d'années de silence qui n'avaient fait qu'aggraver la douleur, Jem sentit la vague familière de détermination qui l'avait animé au cours des 2 dernières années. C'était pour cela qu'ils parlaient lors de conférences, qu'ils partageaient leur histoire avec les journalistes, qu'ils s'infligeaient l'inconfort de revivre leur traumatisme en public. Non pas pour la gloire ou l'attention, mais pour des moments comme celui-ci, où leur courage donnait à quelqu'un d'autre la force de trouver sa voie. Au moment où Sophia quitta leur chambre d'hôtel 3 heures plus tard, elle avait la promesse de sa tante qu'elle signalerait son agresseur aux autorités le lendemain. Plus important encore, elle avait la certitude qu'elle serait crue, soutenue et protégée, car d'autres enfants avaient ouvert la voie avant elle. Ça ne devient jamais plus facile, dit Anna après le départ de Sophia, essuyant des larmes de ses yeux. Ce n'est pas censé l'être, répondit Jem avec une sagesse qui dépassait ses 10 ans. Si ça devenait plus facile, ça voudrait dire qu'on n'écoute plus vraiment. Le lendemain matin, alors qu'ils se préparaient à rentrer chez eux, Jem reçut un SMS qui le fit sourire. C'était de Rebecca Martinez, qui était restée en contact avec leur famille et était devenue une sorte de grande sœur pour les 2 enfants Carter. « Je voulais juste que tu saches, disait son message, que grâce à ton discours d'hier, un détective de Phoenix a appelé le bureau de notre procureur. Apparemment, Paul Hammond a vécu en Arizona pendant 2 ans avant de déménager en Ohio, et il pense qu'il a peut-être ciblé une famille là-bas aussi. Ta voix sauve encore des gens, Jem. N'arrête jamais de l'utiliser. » Jem montra le message à Mia et Anna, et ils se tinrent ensemble dans le hall de l'hôtel, s'émerveillant une fois de plus des conséquences considérables de ce seul appel au 911, 2 ans plus tôt. « Prêt à rentrer à la maison ?» demanda Anna, enfilant son bagage à main. « Prêt ?» dirent Jem et Mia à l'unisson. Alors que leur avion décollait de la piste, Jem regarda la ville qui rapetissait en dessous et pensa à tous les enfants dans tous ces bâtiments qui pouvaient porter des secrets, qui pouvaient avoir peur de parler, qui attendaient peut-être que quelqu'un leur montre que leur voix comptait. Il pensa aux participants de la conférence qui retourneraient à leur travail avec de nouveaux protocoles pour écouter les enfants, une nouvelle conscience de la façon dont les prédateurs opéraient, un nouvel engagement à croire plutôt qu'à rejeter. Il pensa à Sophia, qui avait probablement la conversation la plus difficile de sa vie avec les forces de l'ordre en ce moment même, mais qui serait soutenue par des adultes qui comprenaient que la vérité des enfants méritait le respect. Et il pensa à Paul Hammond, assis dans une cellule de prison, son règne de terreur terminé non pas par d'autres adultes, mais par les voix des enfants qu'il avait essayé de réduire au silence. La maison de Maple Street les attendait à leur arrivée ce soir-là. Des lumières chaudes brillaient aux fenêtres, des voisins saluaient depuis leur porche avec la familiarité facile d'une communauté qui s'était ralliée autour d'une famille en crise et avait célébré son triomphe. À l'intérieur, le réfrigérateur était couvert de coupures de presse sur leur travail de plaidoyer, de lettres d'autres survivants et de photos des diverses conférences et événements où ils avaient partagé leur histoire. Le bureau de la cave était propre et organisé, un espace lumineux et fonctionnel qui ne ressemblait en rien à la prison qu'il avait été. Cette nuit-là, alors que Jem était couché dans son propre lit, dans sa propre chambre, il pensa au garçon de 7 ans qui avait passé cet appel désespéré il y a 2 ans. Ce garçon avait été effrayé et dépassé, portant un fardeau trop lourd pour ses petites épaules. Mais il téléphone à côté de son lit sonna doucement. Anna avait donné aux 2 enfants leur propre ligne pour que d'autres survivants puissent les joindre directement quand ils avaient besoin de parler à quelqu'un qui comprendrait. « Allô ?» répondit Jem. « Est-ce Jem Carter, le garçon qui a appelé le 911 pour sa sœur ?»« Oui, dit doucement Jem. »« Comment puis-je vous aider ?»« Je m'appelle Alex et j'ai 9 ans et je pense que quelque chose de grave se passe dans ma maison, mais j'ai peur que personne ne me croie. » Jem s'assit dans son lit, maintenant pleinement alerte. « Alex, je te crois. Et je vais t'aider à savoir quoi faire. Peux-tu me dire ce qui se passe ?» Alors qu'Alex commençait à partager son histoire, Jem sentit le poids familier de la responsabilité s'installer sur ses épaules. Non pas le poids écrasant des secrets et du silence qu'il avait porté il y a 2 ans, mais le poids déterminé de quelqu'un qui avait trouvé sa vocation. Il avait 10 ans et il changeait le monde, une conversation à la fois, un enfant cru à la fois, une famille sauvée à la fois. Dehors, par la fenêtre de sa chambre, le chêne que son père avait planté bruissait dans la brise du soir, ses feuilles captant la lumière des lampadaires. Il avait grandi, plus grand et plus fort au fil des ans, ses racines profondes et ses branches s'étendant vers le ciel, tout comme la famille qui l'abritait.
La maison de Maple Street avait gardé ses secrets pendant trop longtemps. Mais maintenant, c'était un endroit où la vérité était dite, où les voix des enfants étaient entendues et valorisées, où la guérison se produisait, une conversation honnête à la fois. Et quelque part dans l'obscurité, un autre enfant trouvait le courage de parler, inspiré par un garçon qui avait appris que les plus petites voix portaient parfois le plus grand pouvoir, et que les héros existent dans toutes les tailles, parfois aussi petits qu'un enfant de 7 ans avec un téléphone et le courage de dire 3 mots simples, « S'il vous plaît, aidez-la ». L'écho de cette voix continuerait de se propager, sauvant des vies, changeant des lois et prouvant que la vérité, aussi jeune que soit son messager, serait toujours plus forte que les mensonges qui tentaient de la réduire au silence.